propose de démarrer. Donc, vous êtes ici donc, à la table ronde sur la construction, la déconstruction des bâtiments. Donc, cette table ronde va se dérouler donc, de 13 à 14 heures et ensuite, on aura un petit quart d'heure de questions-réponses. Donc, je suis bien entourée de 4 messieurs. Voilà, donc Xavier Patriarche, Stéphane Faré, Sylvain Grandvienot et Monsieur Hébert. Donc, moi, je suis Marie-Sor Yao. Et moi, je suis déléguée générale du cluster éco-bâtiment. Donc, le cluster éco-bâtiment, c'est un réseau d'acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes qui travaille sur l'ensemble de la filière du bâtiment. Mais quand on parle d'éco-bâtiment, donc on parle de performance énergétique et environnementale des bâtiments et donc évidemment de fait de l'économie circulaire. Donc on est un outil de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pour ça qu'on a la petite pastille de la région dans notre logo. Et on est aussi membre d'un réseau au niveau national qui s'appelle le réseau bâtiment durable. Donc qui est relié directement au ministère de la Transition énergétique, écologique et du ministère du Logement. Et dans le cadre de ce réseau, on a édité un guide spécialisé sur l'économie circulaire. Donc je ne sais pas si les diapos seront distribués, mais en tout cas si c'est le cas, comme ça vous aurez directement le lien. Et je vous invite à le télécharger puisqu'en fait c'est un guide qui va permettre d'avoir un regard assez large sur toutes les initiatives sur l'économie circulaire qui se sont déroulées sur l'ensemble du territoire français sur 2019 et 2020. Donc il n'y a pas que la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y aura bien l'ensemble de la région. Pour continuer, ce que je vous propose, c'est déjà de prendre connaissance des différents intervenants. Donc je laisse Xavier d'abord se présenter. Bonjour, moi je suis Xavier Patriarche, donc je suis architecte urbaniste. J'ai créé avec mon épouse il y a 3 ans un atelier d'architecture qui s'appelle Kayak Architecture, et qui est orienté sur les principes de l'économie circulaire. En fait, c'est suite à une prise de conscience en me disant que j'avais un beau métier, mais c'est un métier où dès que je trace un trait, je consomme de la ressource. Et que j'avais beau faire, chacun de mes dessins consommait un peu plus de la ressource. Et du coup, j'ai mis en place le fait de me reposer les questions sur comment, dans l'acte de construire, consommer le moins possible de ressources de notre planète. Donc en fait, cet atelier est effectivement été créé pour ça. Et je crois qu'on le verra un peu après dans plusieurs petits exemples, comment on met ça en pratique. Tout à fait. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Stéphane Faré du bureau d'études NéoEco. Bonjour, donc Stéphane Faré, je suis le développeur commercial Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté du bureau d'études NéoEco. NéoEco, c'est un bureau d'études créateur de boucles d'économie circulaire, bureau d'ingénierie qui est né dans les Hauts-de-France il y a maintenant 13 ans. À l'époque, on ne parlait pas encore forcément d'économie circulaire. Voilà, et bon an, mal an, lié aux problématiques de l'économie circulaire, on s'est développé sur Paris, en région Rhône-Alpes, sur Lyon, et puis maintenant un petit peu partout en région, et on est en train de faire un développement national sur des méthodologies de l'accompagnement macroscopique, on le verra tout à l'heure. Parfait, merci. Et donc on va continuer avec, je vois que c'est Mathieu qui a le micro, donc je vais le laisser d'abord se présenter pour la société VK. Oui, bonjour. Donc je suis Mathieu Hébert, je suis responsable en fait de l'ingénierie et du développement industriel au sein de l'usine VK, donc qui se trouve sur Thonon. Et on est fabricant, nous, de fenêtres en PVC. Et une de mes principales missions, c'est justement comment faire pour intégrer au maximum de fenêtres recyclées, de matières recyclées en fait, dans la conception et la fabrication des nouvelles fenêtres. Et donc accompagné de Sylvain Grandvienot. Bonjour, donc je m'appelle Sylvain Grandvienot. Je suis responsable de la veille normative et réglementaire chez VK et de la partie développement environnemental sur l'ensemble de la France. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement de la mise en place de contribuer à la mise en place des réseaux de collecte de menuiserie en fin de vie, donc soit au travers de centres de collecte, centres de démantèlement, directement sur les chantiers de démolition et de rénovation, et auprès de nos partenaires fabricants, parce que chez VK, on fabrique des profilés de fenêtres, on conçoit des systèmes, et ensuite on a environ 150 fabricants sur toute la France qui vont assembler
ces profilés avec du verre, de la quincaillerie pour en faire des fenêtres. Et donc, on est en train de mettre en place tout un système de circuits fermés pour être sûr que tous les produits qui sortent de chez nous reviennent chez nous pour être réintégrés à l'intérieur des profilés autant que se peut. Donc la société VK est implantée sur Thonon depuis maintenant pratiquement 30 ans. Et on est une société d'origine allemande, implantée dans le monde entier. Et on dispose de 3 unités de recyclage en Europe, dont une en France, qui est spécialisée, qui est d'ailleurs la seule unité de recyclage en France, qui permet de prendre une fenêtre toute complète, de la mettre à l'intérieur, et ensuite sort de l'usine d'un côté le verre, le plastique, les joints, la quincaillerie, tous les composants, tous séparés, et ensuite ils peuvent être recyclés comme on veut, à l'endroit où on veut. Parfait. Ben, merci pour cette présentation des 3 structures. Alors, comme vous le voyez, les 3 structures sont complètement complémentaires parce que du coup, on a un architecte, un bureau d'études et un industriel. Et donc, ce qui nous semblait intéressant dans cette table ronde, c'est d'avoir le point de vue de chacun sur quels sont les enjeux chacun dans son activité, quels sont les enjeux de l'économie circulaire. Et en gros, comment vous y prenez et qu'est-ce qui représente l'économie circulaire pour vous dans vos différentes activités? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la vision un peu macro de l'architecte, puis après, donc, on reviendra sur le bureau d'études, sur l'industriel, et puis donc, on va continuer comme ça au fur et à mesure pour développer, pour les gens qui sont dans la salle, pour développer l'aspect méthodologique et l'aspect très concret de comment on s'y prend si on a un projet d'économie circulaire. Donc, je vais laisser la parole à Kayak Architecture, donc à Xavier. Voilà, donc le secteur du BTP, c'est 70% des déchets en France. Et le bâtiment, ça représente un gros tiers, on va dire, de ces déchets. Donc nous, en tant qu'architecte, on s'est dit comment on peut agir. Donc on peut agir. Alors moi, je suis architecte urbaniste, et l'idée, c'était de se dire déjà, je pense que pour avoir pas mal parcouru la France dans mon métier d'avant en tant qu'urbaniste, je me suis aperçu qu'on continuait à construire sur du terrain vierge, sur du terrain en extension urbaine, alors qu'il y a déjà tout ce qu'il faut dans les villes, et que la ville, au lieu de se construire sur elle-même, souvent elle se déplace. Et donc en fait, l'idée, donc pour nous, c'est déjà on a un interdit au sein de Kayak Architecture, c'est de ne pas construire. On ne construit pas sur du terrain vierge. On ne construit que sur du terrain qui est déjà occupé, ou voire une friche industrielle, quoi. Donc ça, c'est notre interdit de base. Après, donc du coup, quand on intervient sur ce type de terrain, donc comme je viens de le dire, il est déjà occupé plus ou moins. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut tirer parti de ce qui est en place. C'est-à-dire que s'il y a déjà un bâtiment, la meilleure économie, c'est de le garder et de ne pas le déconstruire pour refaire un nouveau bâtiment. Alors pour ça, pour moi, ça a beaucoup d'avantages. Bon, l'avantage, on vient de le voir en point de vue environnemental. Un autre avantage qui est de dire, en termes de lien entre les générations, il y a eu un savoir-faire dans le bâtiment en place, il y a eu une vie dans ce bâtiment en place, et je trouve qu'il est important de respecter ce qui a été là et de lui redonner une seconde vie. Voilà. Ça, c'est un avantage en termes d'acceptabilité des projets aussi, parce qu'en fait, en général, dès qu'on a un projet, quand on rase un quartier et qu'on en refait un nouveau, il y a toujours un traumatisme pour ceux qui habitent à côté et ceux qui habitaient dedans. Que ce soit une barre qu'on peut trouver moche de l'extérieur, mais il y a des gens qui ont vécu dedans, qui ont eu des bons moments, des moments de joie, des moments de tristesse, mais n'empêche qu'on en enlève une partie de leur patrimoine social. Donc ça, c'est un des gros avantages. Et le troisième, c'est d'augmenter la qualité architecturale. Alors pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que quand on ouvre une revue d'architecture, on voit un bâtiment, on est incapable de dire s'il vient de Nancy, s'il est à Strasbourg, à Brest ou à Paris. Ce sont tous les mêmes, ils sont tous beaux ou pas beaux, peu importe, mais il n'y a plus de caractéristiques propres aux bâtis d'architecture contemporaine issus d'un pays ou d'une région à l'autre. Et le fait de s'ancrer sur un terrain qui a en plus comme contrainte un bâtiment existant, on contextualise beaucoup plus son architecture. Donc pour moi, c'est aussi un gage d'augmentation de la qualité architecturale et de créativité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire, des fois, effectivement, on ne peut pas garder le bâtiment existant parce que le programme ne correspond pas.
Pas du tout, là où le bâtiment n'est plus aux normes, enfin, il y a vraiment des difficultés à le réhabiliter pour des normes diverses ou même structurelles. Du coup, comment je peux essayer de récupérer la matière issue de ce bâtiment dans mon futur projet? C'est-à-dire que avant de le raser et de l'envoyer autre part, j'essaye d'en conserver une partie, voire récupérer, je ne sais pas, des éléments de construction et de les réintégrer dans le nouveau projet. Alors là, je me heurte tout de suite à une problématique de réglementation, où j'ai le problème de garantie des matériaux. Et l'idée est donc, en fait, de ce qu'on peut appeler le upcycling ou le surcyclage, c'est de prendre la matière, peut-être de la déclasser dans son domaine d'emploi. Par exemple, je prends une fenêtre pour le sujet, elle est plus aux normes thermiques de maintenant, et ben avec ces fenêtres, je peux peut-être faire des cloisons intérieures vitrées, plutôt que d'essayer absolument de la remettre en tant que fenêtre. Si je prends une poutre en bois qui fait 7 mètres de long, peut-être c'est compliqué de penser que je vais pouvoir la réhabiliter, la remettre en place sur 7 mètres de long pour la recaractériser. Peut-être que je suis sûr qu'elle tient pour 3 mètres, où je peux en faire, la redécouper et en faire un système de bio à l'extérieur qui permet de développer de l'aménagement paysager. Et donc ça, c'est toujours aussi dans le but à la fois environnemental, sociétal, reconserver de la mémoire du site sur le lieu et augmenter la créativité architecturale, parce qu'il faut que je pense autrement mon bâtiment. Je ne dessine pas ex nihilo et après je vais chercher dans un catalogue ce qui peut remplir mon dessin. J'interviens comme un chef cuistot qui dit je vais faire la cuisine, le plat du marché. Aujourd'hui, il va sur le marché, il n'y a que des endives. Et à midi, il fera un plat avec des endives. C'est sa créativité qui ira avec ça. Donc moi, c'est aussi cette manière pour moi de stimuler mon métier, de dire voilà, j'ai ça à ma disposition. Qu'est-ce que je peux faire avec ça sur mon nouveau projet? Et enfin, la dernière étage qu'on voit sur ce dessin, c'est des fois, bien sûr, je peux pas toujours tout réutiliser, c'est toujours compliqué, c'est toujours une question de temps, et puis on a beau être idéaliste, il faut être raisonnable. Est-ce qu'il existe des endroits où je peux faire transiter la matière, c'est-à-dire mettre la matière à disposition de ma déconstruction à disposition d'autres, et moi où je peux aller dans cet endroit, aller chercher moi-même de la matière d'occasion, entre guillemets, de seconde main. Donc forcément, ça n'existait pas. En tout cas, moi, je suis sur Chambéry. Et du coup, on rentre dans une conception de projet avec du réemploi. Parfait, merci. Alors, ce qui est assez intéressant, alors bon, ok, on est à l'heure de la digestion, mais pour ceux qui sont un petit peu observateurs, la table ronde s'appelait de la construction à la déconstruction. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit avec le regard de l'architecte qu'on pourrait aussi parler en sens inverse, et peut-être même d'autant plus en sens inverse, plutôt de la déconstruction à la construction, avec l'ensemble de ces thématiques en termes de réflexion, de conception et d'organisation. Alors du coup, maintenant, ce serait intéressant d'avoir l'aspect plutôt au bureau d'études. Donc si Stéphane, tu peux nous expliquer comment NeoEco s'y prend dans un projet d'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, effectivement, on nous l'a proposée, où on a été un peu la chercher sur des projets de déconstruction. C'est-à-dire, on a aujourd'hui la problématique d'avoir des bâtiments qui ont été construits il y a 50 ans, j'allais dire dans le meilleur des cas, parce que parfois on déconstruit déjà des choses qui n'ont que 20 ans, ou qu'on cure des choses qui n'ont que 10 ans, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans des bâtiments tertiaires en disant « Oh, je vais tout changer ». Voilà, et hop, tout à la benne. Donc voilà, l'économie circulaire, aujourd'hui, elle est sur des problématiques d'il y a 50 ans. Donc il y a 50 ans, il y avait l'amiante, voilà. Donc on a aujourd'hui une problématique beaucoup plus de déconstruction, mais je suis absolument d'accord, le but aussi, c'est de réfléchir, et je voudrais vraiment qu'il y ait des Xavier partout, à la construction, pour que le bâtiment déconstruit ou le bâtiment du futur dans 50, voire maintenant peut-être dans 100 ans, soit remédiable, changeable, transférable et plus déconstruit. Mais ça, il faut effectivement sur la programmation travailler vraiment sur l'éco-conception de nos nouveaux bâtiments. Nous, effectivement, on s'occupe d'accompagner des flux de déchets qui sont énormes. Quand on veut faire de la rénovation urbaine, ce sont des centaines de logements sociaux
de tout type, de tout ordre, de tout âge, qui sont remplis de différents niveaux, j'allais dire de différents types de matériaux, mais quelque part de différents types d'utilisation ou d'habitation. Et le premier, c'est un flux de déménagement, c'est-à-dire c'est effectivement les hommes et l'humain a habité ces lieux. Comment on fait pour faire en sorte de gérer son déménagement. Ça crée des problématiques d'économie circulaire qui sont bien aujourd'hui à peu près gérées par les ressourceries à leur niveau, avec leurs moyens, qui sont toujours trop faibles, je trouve, parce que pas assez aidés. Mais ce déménagement crée déjà un flux potentiel d'économie circulaire sur le réemploi, sur l'upcycling. On a des flux de mobilier qu'on retrouve sur les plateformes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter des plateformes et des tas de bois baies chez nos collecteurs de déchets. Ça laisse un peu plein de réflexions en se disant finalement qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on utilise ou qui ont servi pour les retrouver là. Bon. Ensuite, une fois que les gens ont été obligés de déménager souvent, eh bien, il faut curer le lieu. Je suis aussi d'accord finalement. Alors nous, on a un grand business sur la création d'écoproduits autour de déchets inertes. Donc la déconstruction, finalement, c'est un peu notre cœur de valeur, puisqu'on va chercher les bétons, on va chercher ce qui constitue quasiment 90-95% du bâtiment à déconstruire. Mais la première question qu'il faut effectivement se poser, c'est faut-il le déconstruire, sachant que la rénovation d'un lieu peut permettre de garder l'hyperstructure, ce qui permet d'éviter 95% des déchets. Bon, du moment où on fait tomber les bâtiments, il faut aller récupérer l'hyperstructure qui est souvent faite de béton d'une manière la plus propre possible, puisque l'économie circulaire, c'est identifier des flux pour permettre soit de leur réemploi, soit la réutilisation, soit la valorisation, comme on va le voir pour les fenêtres. Ce curage-là, ce sont des flux souvent mêlés. J'imagine que vous avez un petit peu aussi tous croisé des chantiers de déconstruction. C'est jamais très très propre. Et on se dit que ce qui va en sortir, c'est finalement des problématiques qui vont être gérées par les gens qui s'occupent des déchets. Et que finalement, ça sera derrière des palissades un peu cachées et ça nous ira très bien parce qu'on n'aura pas à s'en occuper. S'occuper des flux de curage, c'est très en amont, identifier le plus possible de flux possible. Voilà. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la REP va nous donner du flux, du set flux bientôt. Nous, notre image de l'économie circulaire, c'est autant de flux que possible. Voilà. Donc l'identification de la ressource. L'identification de la ressource, c'est changer de lunettes, ne plus voir un déchet qui va sortir, mais une ressource potentielle. Et aller par tous les moyens possibles, de l'ingénierie, de l'envie humaine de recréer quelque chose, d'inventer quelque chose, de lui trouver une filière de valorisation la plus noble possible. Une fois qu'on a trouvé le maximum de solutions, reste un bâtiment nu, un gros œuvre, avec finalement une déconstruction, donc un tas de gravats à l'issue, hein, il y a une pelle qui a découpé tout ça, le tri de la ferraille s'est bien effectué, et puis vous avez un gravat qui part en plateforme de valorisation de déchets inertes. C'est aujourd'hui en région Rhône-Alpes, 80% des bétons de déconstruction sont valorisés à quasiment 100% en sous-couche routière, donc en travaux publics, en réaménagement. Voilà, donc ce qu'on appelle la filière traditionnelle. Nous, ce que l'on souhaite promouvoir dans toutes les régions de la France, c'est la possibilité de créer une filière de béton, de granulats de béton recyclé, parce qu'aujourd'hui on sait le faire,
On sait caractériser très en amont un béton pour en refaire un granulat recyclé. On sait aujourd'hui, beaucoup de grosses entreprises travaillent sur la valorisation des sables recyclés également. Le sable, c'est une ressource planétaire qui vient à manquer dans les 30 ans. Il va se créer sans doute des guerres pour aller chercher du sable de construction. Donc ce sable recyclé peut être valorisé. Voilà. C'est notre façon de voir l'économie circulaire, c'est de ne rien laisser tomber, de tout faire pour trouver la meilleure valeur au flux et d'organiser le flux très en amont pour que les acteurs puissent s'organiser. Alors je finis là-dessus. On accompagne de manière microscopique une déconstruction. Et il faut maintenant donner un aspect macroscopique à tout ça, c'est-à-dire aider les territoires qui sont en rénovation urbaine, leur donner les chiffres, les valeurs, et les quantitatives et qualitatives des déchets que va générer leur rénovation urbaine dans les 5 ou 10 ans à venir, pour qu'elles puissent organiser les flux d'économie circulaire territoriaux qui sont aujourd'hui aptes à être mis en place. Et ça, c'est la notion territoriale de l'économie circulaire, et c'est bien là où on va aller chercher la valeur, l'économie, la pérennisation et la massification de cette économie circulaire qui doit être mise en place. Parfait, merci. J'ai un micro. Justement, quand on a préparé, alors très en amont avec les organisateurs de ce forum, la table ronde, c'est vrai qu'au départ, on était aussi parti sur les notions de comment on valorise le patrimoine dégradé, le patrimoine bâti dégradé, et c'est pour ça aussi qu'on était parti sur ces notions vraiment de déconstruction et de valorisation d'un patrimoine dégradé via le réemploi de matériaux. Alors, c'est vrai que tu parlais de la problématique de l'hyperstructure. Donc ce qui va être intéressant, c'est justement de pouvoir voir au niveau des équipements comment un industriel qui fait des fenêtres, comment vous organisez chez VK pour arriver à faire d'un déchet une valorisation. Alors nous, à notre niveau, la réflexion, elle va concerner à la fois la partie construction de bâtiments neufs, juste derrière la partie rénovation, et enfin la partie déconstruction. La fenêtre PVC, elle est arrivée sur le marché dans les années 60. Et on sait qu'aujourd'hui, un produit a une certaine durabilité qui est due à 2 facteurs. Le premier, c'est sa résistance dans le temps. Est-ce qu'elle va toujours être fonctionnelle? Est-ce qu'elle va pouvoir toujours s'ouvrir, se fermer et pas tomber en ruine? Et le deuxième, c'est son adaptabilité aux contraintes réglementaires et environnementales. Et quand on amenait des menuiseries dans les années 70, avant le premier choc pétrolier sur le marché, on ne se posait pas trop de questions de leur capacité à nous protéger de la chaleur ou à empêcher la chaleur de sortir des appartements et tout ça. Et donc on est venu installer des menuiseries. Petit à petit, on a eu des exodes ruraux vers les villes, donc on a construit des grandes barres où on a commencé à loger les gens. Et puis on s'est aperçu très vite qu'il y avait détérioration des produits parce qu'on n'arrivait pas à les entretenir. C'était souvent le problème des menuiseries bois, on n'arrivait pas à les entretenir, ça coûtait très cher aux HLM, ça coûtait très cher à tout le monde d'entretenir ces produits-là. Donc nous, on est arrivé dans une phase où on venait enlever les anciennes menuiseries et reposer une première série de menuiseries pour mettre aux normes, mettre en confort les constructions, commencer à faire en sorte que les gens, quand ils étaient dans leur appartement, n'aient pas l'impression d'être toujours dehors. À partir de ces premiers constats, au niveau de VK, on s'est posé des questions parce qu'on commençait à démonter, on commençait à voir que ce n'était pas si facile que ça de démonter et de remplacer. On a commencé à voir qu'effectivement, il y avait des choses qui avaient été faites juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient été construites un peu vite et que ce n'était pas toujours facile de démanteler. Et chez VK, on a commencé à se dire, on est face à des produits dont on ne sait pas forcément quoi faire parce qu'ils sont constitués d'une multitude de matériaux et que ces produits-là, on ne sait pas comment les traiter. Dans une fenêtre, il y a un cadre, il peut être en aluminium, alors souvent avec une rupture thermique, qui est en PVC au milieu, il peut être en PVC, il peut être en bois, il y a des joints, il y a de l'amiante, souvent parce qu'avant on avait des joints à l'amiante, il y a du vitrage, il y a de l'acier, il y a de l'aluminium, il y a plein de composants, et il y a des cols,
il y a des mastiques silicone, et il y a plein de produits qui, à un moment dans le cycle, vont perturber. Donc, dès les années 90, notre société mère en Allemagne s'est dit il faut qu'on crée un système de recyclage et qu'on mette en place un principe d'économie. Alors, déjà, ce n'était pas d'économie circulaire, on parlait de cercle fermé. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire des produits industriels, parce qu'il fallait aussi être accessible, qui puissent très facilement se réparer, se rénover et se remplacer. Et dès le début, notre leitmotiv, ça a toujours été de dire évitons par exemple de mélanger les composants. Vous entendrez toujours dire chez VK, nous on ne met pas de fibre dans nos profilés, pas de fibre de verre. Et on nous dit souvent mais c'est mieux la fibre de verre et tout. Non, 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 nous on n'en veut pas. Parce qu'on ne sait pas comment la recycler. On ne sait pas comment la remettre dans nos profilés. On sait la mettre ailleurs. On sait la mettre dans des pare-chocs de voiture, mais on ne sait pas la remettre dans nos profilés. Personne. Donc, ça a été les premières réflexions. Les deuxièmes, ça a été de dire, ben voilà, quand on prend une menuiserie, avant, on les assemblait avec des équerres, et puis on mettait du silicone, de la colle et tout, comme on fait en aluminium ou autre. Aujourd'hui, chez VK, on est en train de créer des menuiseries en aluminium qui vont se souder. Tout l'intérêt de l'aluminium, avec des cœurs en PVC qu'on va pouvoir assembler, de façon à supprimer tous ces éléments-là. Les assemblages mécaniques, pareil, on a commencé à les supprimer. Et puis en parallèle, on s'est dit qu'il faut quand même traiter l'existant. Donc, première création d'une usine en ancienne Allemagne de l'Est, à l'époque, puisqu'il y avait eu quand même beaucoup de choses faites du côté soviétique, on va dire comme ça, pour ceux qui ont un peu d'histoire, qui n'était pas très sympa. Et donc, on a commencé à venir recycler les fenêtres. Et on s'est rendu compte très rapidement que démonter une fenêtre, c'était pas simple. Il y a du verre, et le verre, quand vous le manipulez, il casse. Donc, vous risquez de blesser les gens. Vous avez des opérateurs qui sont dans des conditions de travail qui ne sont pas très sympas. On n'arrivait pas à décoller, on n'arrivait pas à tout ça. Donc, on a mis en place toute une unité industrielle qui consiste à prendre tout simplement une fenêtre complète. On la met dans un broyeur avec des marteaux. On casse tout ça en petits morceaux. Et après, techniquement, avec des notions de courbe de vol, suivant les poids des matériaux, avec des notions de bain dans des produits différents qui font que certains produits vont flotter, d'autres vont couler, etc. On arrive à séparer tous les éléments. Et à la sortie, sorte de cette première usine industrielle, c'est en 1993, sorte de cette première usine industrielle, un flot d'acier, un flot de PVC, un flot de joints, de divers, etc. Et avec des qualités un peu différentes. Et donc ensuite, suivant les qualités de produits qu'on sort, ils vont avoir des flux dans différents produits, chez nous, voire chez d'autres industriels partenaires. En France, on est venu implanter une entreprise de recyclage il y a maintenant 15 ans. Et on a commencé aussi à travailler avec nos partenaires. Quand on faisait de la rénovation, on enlevait les anciennes fenêtres, puis on mettait des nouvelles, on prolongeait le bâtiment, puis on récupérait les fenêtres. Aujourd'hui, on en est à un point où on commence à avoir de la vraie déconstruction. Et donc là, on va aller récupérer des fenêtres, on va pouvoir en utiliser certains en intérieur. C'est un peu la mode de l'industriel avec les verrières intérieures qui sont au début parties de là, que maintenant beaucoup d'industriels détournent en faisant du néo vintage, hein, donc c'est un peu triste. Et nous, on s'est dit, à un moment, on a un niveau où on ne sait plus, ça devient de plus en plus compliqué de recycler. Ça devient de plus en plus compliqué de travailler là-dessus. Et surtout, on ne sait pas comment faire en sorte que tout le monde sache comment recycler. On en a parlé tout à l'heure. Vous me dites, ah ben vous les récupérez les fenêtres sur les chantiers? Ben oui. Nous, on met à disposition de nos clients plusieurs réseaux. Le premier réseau, c'est les centres de collecte. Donc ils peuvent être communaux, etc. On a des accords. Le deuxième réseau, ce sont les recycleurs. On travaille avec des gens comme DEA, on travaille avec un certain nombre d'entreprises à travers la France. On a plus de 170 centres de collecte et de centralisation. Ensuite, le troisième niveau, c'est nos clients et les installateurs. C'est-à-dire que l'on est en train de mettre en place des systèmes où on va aller chercher les fenêtres. L'installateur va démonter l'ancienne fenêtre. Alors, il démonte une ancienne fenêtre en PVC, en alu, c'est pas important. Il la rapatrie chez le fabricant, parce que le fabricant fait souvent les trois matériaux. Et le fabricant, lui, va l'orienter vers des centres de démontage, comme on a Valeur-Sol, etc., qui vont commencer à séparer des éléments. Parce que dans l'économie circulaire, il y a un leitmotiv. C'est le transport. Et ça peut complètement plomber le système.
Si vous prenez une fenêtre et que nous, on l'envoie recycler en Allemagne, comme on était obligé de faire au début, c'est pas intéressant, parce que déjà, c'est pas écologique. 2, c'est pas rentable. Et 3, en plus, si vous la transportez avec du verre, c'est encore plus lourd et c'est encore plus pénalisant. Donc c'est pour ça qu'on essaye, nous, de mettre des entreprises de collecte et de recyclage au plus proche du terrain, pour essayer de faire un cercle fermé, on va dire franco-français. Et aujourd'hui, on en est là. On est à 85% de taux franco-français, à la fois dans la production de nos profils, à la fois dans notre recyclage, à la fois dans nos partenaires. Donc on tourne en boucle aujourd'hui sur 85% de notre production. Le deuxième point qui est important, c'est qu'il faut aussi faire en sorte que les matériaux puissent facilement, les fenêtres puissent facilement se réparer. Et là, dans cette notion d'économie circulaire, rentre aussi la notion d'éco-conception. Comment on fait pour éviter de rendre des choses qui ne puissent pas être réparées? Faire des... Alors, vous avez la partie qui tient le vitrage, s'appelle une part close. C'est le petit clip qui sert à tenir le vitrage. Et bien souvent, les parts closes, elles sont faites avec des joints qui ne peuvent pas être remplacés. Mais nous, on va pouvoir remplacer le joint. On a des étanchéités, maintenant on les fait avec des patins moulés, complets, comme ça on n'a pas de silicone, on n'a pas de colle, on n'a pas d'assemblage mécanique, puis on met 2 vis à travers. Et ça, c'est très simple à travailler. Et derrière, ça permet d'améliorer ce qu'on disait tout à l'heure, tous ces flux dans les chantiers, parce qu'on travaille aussi au niveau de la REP. Hein. Moi, je suis membre du bureau technique Valobat pour la partie menuiserie. Hein. J'ai encore 3 réunions la semaine prochaine autour de ça. Et on est là, on est devant le système de la REP, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces produits divers? Comment nous, on va arriver à les séparer? Comment on va arriver à les construire? Et ça, on peut le faire qu'avec des partenaires. Au-delà de nos partenaires de collecte, on est aussi dans le réseau Fervam. Et le réseau Fervam, c'est quelque chose qu'on a monté avec nos partenaires à l'Union française des menuiseries extérieures, avec tout l'ensemble de la profession, pour arriver à mettre en place, notre idée, c'est de mettre en place une structure de 1200 centres de collecte sur toute la France, d'ici à 2 ans. Aujourd'hui, on en a 180 au travers du SNEP, qui est le syndicat national de l'extrusion plastique. On en a 150 propres AVK, alors qui se recoupent, hein, parce que des fois, il y a à peu près là, ouais, en gros un tiers qui se recoupe. Et on est en train, avec le FME, d'installer une quarantaine de partenariats, et on créera la semaine prochaine un groupe de travail interne à l'UFME et un ensemble d'experts pour justement centraliser et mettre en place des actions au niveau à la fois des collecteurs, des démanteleurs, etc. Au-delà de ça, on a aujourd'hui 2 belles opportunités. La première, c'est la responsabilité élargie du producteur. L'écotaxe que l'on va avoir demain sur les matériaux de construction. C'est l'occasion de sensibiliser les gens et de faire en sorte qu'on améliore notre système de collecte. Toute nouvelle fenêtre achetée, un peu comme un frigo, aura un 3, 4, 5 euros de taxes qui vont servir à mettre en place des centres de collecte. Et ça, c'est très important qu'on puisse le gérer. Et pour le gérer, il faut qu'on soit en économie circulaire et si possible en cercle fermé. C'est toujours embêtant d'avoir une écotaxe sur une fenêtre qui, à la sortie, va être cédée à un éco-organisme qui va prendre la matière, puis aller faire, je ne sais pas moi, des descentes de canalisation, d'adduction d'eau en Turquie ou ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a beaucoup exporté. On a une balance commerciale, à mon avis, au niveau des déchets qui est très intéressante depuis des années. Hein. C'est peut-être ce qui est plus rentable aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à les retraiter en France. Et puis, le deuxième point qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est la RE 2020. Parce que la RE 2020, elle nous oblige à prendre en compte à la construction ce que l'on fera du produit à la fin. Le fameux module D, pour ceux qui sont un peu experts dans ces domaines-là. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir un produit qui, au départ, coûte le moins possible. Alors, on parle souvent du CO2, mais il y a aussi toute la démarche environnementale, sanitaire, pollution de l'air, pollution de l'eau, etc., épuisement des ressources. Parce que la ressource, elle peut être double, nous, hein, pour le PVC. Un PVC, c'est pas compliqué. C'est du sel et de l'éthylène. Et l'éthylène, c'est soit du déchet de craquage de pétrole ou de gaz, mais souvent du pétrole. Ça, quand vous faites du kérosène, quand vous faites de l'essence pour vos voitures, etc., ben, il y a un déchet et c'est de l'éthylène. Et donc cet éthylène, on va l'intégrer avec du chlore issu du sel,
Avec la soude, on va faire de l'aluminium pour extraire de la bauxite. Et puis on peut avoir aussi du bioéthylène. On a commencé à travailler là-dessus. On le regarde de près. On se pose des questions. Le problème du bioéthylène, c'est quel est son impact sur les ressources en nourriture de la planète. Comment on fait un bioéthylène sans prendre le risque, comme on a l'exemple au Brésil, de gens qui ne mangent pas, mais qui roulent au bioéthylène. Donc, il faut avoir ce raisonnement-là dès le départ. Il faut être capable de se dire, j'ai un produit, il a des caractéristiques plus et moins. Et la RE 2020, elle va nous permettre de faire ça. Elle va nous permettre de se poser toutes ces questions. Est-ce que je prends ce produit ou ce produit? Quel est le vrai bilan? Quel est le vrai bilan de ce produit? Quel est le gain final que j'ai à prendre ce produit? Quels sont les éléments d'entretien? Parce que ça, on l'oublie souvent. Un produit qui est sur place, il dure. Et il va falloir le traiter. Il va falloir l'entretenir. Et ça coûte de l'énergie, ça coûte des ressources, ça pollue. On l'a vécu avec le bois, où à force de mettre des couches de peinture et des produits dessus, aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Vous le disiez, on ne sait plus quoi en faire de ces bois. Et ces bois, ils s'empilent chez les recycleurs, ils partent en Italie pour faire des panneaux de meubles, puis pour revenir. Mais d'ailleurs, il y en a tellement que les Italiens ne les achètent plus. Donc là, on est en train de se poser la question de les renfouir, de les mettre en terre, parce qu'en fait, ils ont tellement de couches de colle, de vernis, de tout ce que vous voulez dessus, qu'ils sont inexploitables. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir en amont. Est-ce qu'on travaille avec des produits en bois durable? Est-ce que les traitements qu'on met en amont sont bons? Est-ce que nous, dans le PVC, on fait en sorte d'utiliser des produits recyclés ou pas? Et aujourd'hui, chez VK, on a le plus fort taux d'Europe, et même en France aujourd'hui, de produits recyclés. On intègre en moyenne 21% de recyclés dans nos productions. Mais de vrais recyclés fin de vie. Hein. Si j'intègre le régénéré que gère essentiellement Mathieu, on est à 30% de matières recyclées au cœur de nos profilés. Et on a des profilés qui aujourd'hui rentrent à 80% recyclés. C'est-à-dire qu'il y a juste une peau de matière vierge autour, qui pourrait être d'ailleurs en bio-PVC, et un cœur qui est que du recyclé. Merci. Alors, on voit qu'il y a des passionnés autour de la table. Voilà, merci. Non, mais en fait, pour bien resituer quand même la notion d'économie circulaire dans le bâtiment, c'est vrai qu'elle est reliée à plein de choses, notamment à l'éco-conception des matériaux, notamment à la conception des bâtiments. Donc, c'est très, très large. Et là, effectivement, il y a pas mal de réglementations qui sont en train de se mettre en place. On a parlé de la REP. Sur la RE 2020, donc juste pour ceux qui ne sont pas trop du bâtiment, donc c'est la réglementation environnementale qui va être applicable à partir du 1er janvier. Elle s'appelle 2020, c'était pour 2020, mais bon, il y a eu un peu de grabuge, mais ça sera bon pour le 1er janvier 2022. Voilà. Et effectivement, au lieu que ce soit que sur une partie thermique, là, on a vraiment pris en compte la partie bilan environnemental, et c'est là où les notions d'économie circulaire prennent toute leur importance, puisque pour chaque matériau, chaque équipement qui vont être intégrés dans le nouveau bâtiment, à chaque fois, il faudra donc faire une analyse de cycle de vie. Il y a une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, c'est quelque chose qui est assez normé. Et donc, ça, entre guillemets, oblige finalement tout le monde à se mettre en ordre de marche pour arriver à faire que les bâtiments soient aux normes. Et cette norme permet d'aller vraiment plus loin dans cette notion d'économie circulaire. Après, dans les notions d'économie circulaire, il y a plein de choses donc, qui vont être très normées, mais il y a aussi plein de choses qui sont juste du bon sens. Du coup, vous nous parliez justement de la partie éco-conception. C'est vrai qu'à partir du moment où un produit est conçu de manière, on va dire, intelligente, forcément, on espère qu'il va pouvoir déconstruire de manière plus simple, plus facile pour l'ensemble des filières. Donc il y a aussi toute une notion d'ancrage territorial, d'ancrage partenarial. Et alors là-dessus, je vais passer un petit peu plus vite après pour laisser la place aux questions, comme vous aviez déjà fait aussi la partie un peu éco-conception. Mais laisser justement la parole plutôt côté bureau d'études et plutôt côté architecte pour que vraiment vous nous expliquiez comment, au-delà de la partie technique, les méthodes que vous mettez en place au niveau de l'ancrage territorial et des partenariats qui sont importants à mettre dans la boucle. Parce qu'en fait, on ne fait pas les choses tout seul, qu'on soit un bureau d'études ou qu'on soit un architecte. Donc Stéphane, si tu peux commencer peut-être, s'il te plaît, plutôt nous parler de comment dans ta méthode de travail avec les différents acteurs de l'économie circulaire, comment tu t'y prends en fait pour embarquer le maximum de personnes dans cette notion? Alors, un des éléments majeurs, c'est effectivement faire de l'économie circulaire au plus près du territoire.
Aujourd'hui, on est interrogé par des communautés de communes qui représentent 15, 20 000, 30 000 habitants et qui ont envie d'avoir enfin réemploi local, une plateforme de stockage de déchets inerts qui permettent de refaire des granulats de béton recyclés. L'économie d'échelle est importante au niveau du territoire, mais effectivement, il faut qu'elle soit le plus près possible. Finalement, les grands flux de valorisation matière, de recyclage, les possibilités de réemploi, tout ça est à peu près connu maintenant. Bien sûr, on est encore sur des territoires d'innovation majeure, et je pense que l'ingénieur n'a pas fini de se creuser les méninges pour trouver encore des valorisations à des choses qui partent encore en enfouissement. Je parle par exemple des faux plafonds. Aujourd'hui, les faux plafonds, majoritairement, c'est dans un trou. Aujourd'hui, à part le réemploi, et personne n'a envie d'avoir des faux plafonds un peu gris quand on refait du tertiaire. Voilà. Donc, l'idée, c'est que les filières, on commence à les connaître. C'est comment on porte à connaissance, en fait. Les acteurs locaux ne demandent qu'une chose finalement, les acteurs locaux du recyclage, du réemploi, donc de l'économie circulaire, ne demandent qu'une chose, c'est de monter en taille, en compétences, ils le sont déjà, mais en volume. Moi je vais citer un collectif lyonnais qui s'appelle Bis Repetita, dans lequel on est comme ça en train avec des gens Mineka, Made in Past, Bobby Réemploi, qui sont des petits acteurs de l'économie circulaire, mais qui sont des gens géniaux qui essayent à leur niveau de faire massifier les produits qu'on récupère sur les chantiers. Et on est encore trop petit en fait. Donc les acteurs locaux, et puis je veux dire sur Chambéry, Xavier, tu auras la même problématique et il faut arriver à massifier, parce qu'il y a une histoire de valeur économique derrière. Donc en termes de méthodologie, c'est analyser le plus proche du territoire, connaître les filières, connaître les acteurs les plus locaux, et puis mettre en synergie et en mutualisation. C'est de l'ingénierie, c'est des engrenages et c'est du lien. Mon métier, c'est mettre en lien. Et là-dedans, à travers tout ça, on a des responsables projets qui sont absolument aussi géniaux pour faire les études technico-économiques et environnementales qui permettent, ces études-là, permettent la décision à la maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit privée ou publique, de dire « Ah ouais, on peut faire ça, et puis ça me coûte tant, et puis je gagne tant en termes de tonnes de CO2. Ah bah on va peut-être le faire. » Alors voilà, c'est tous les rouages qui permettent une décision. Elle est territoriale, locale, mais parfois, et c'est aussi notre rôle, c'est d'ouvrir la sphère locale à la sphère régionale, puis la sphère nationale, voire même la sphère internationale. Ça peut exister d'avoir une filière économiquement viable pour aller traiter un semi-remorque de dalles, de moquettes qui va être sorti d'un bâtiment qui est en curage, parce qu'il y a 5 ans, c'était un autre propriétaire et là qui veut du tout neuf. Les moquettes, elles sont quasiment... vous ne voyez pas la différence entre du neuf et l'usager. Personne n'en veut en France. Mais on fait partir des SMI sur des équipements dans les pays de l'Est. Et le transport, il est payé par rapport à ces éléments-là. Alors, attention, on trouve ça un peu quand même hyper tiré par les cheveux. Mais c'est toujours mieux, parce que sinon la moquette, elle finit où ? Elle finit dans le trou. Voilà. Je vais juste compléter, parce que finalement, ça va exactement dans le sens. Là où VK a mis déjà 23% de recyclé fin de vie dans ses matériaux, c'est ça ? Oui, entre 20 et 23% aujourd'hui. Voilà. J'en fais pas la pub, mais je vais citer un Saint-Gobain qui fournit le verre de la fenêtre, qui en est à 2%. De verre recyclé dans sa fabrication de verre de vitre. Et l'ambition de Saint-Gobain, c'est d'en faire 25% à 2030.
Et ben, tout ça, ça passe par quoi? Par une mise en œuvre de l'économie circulaire hyper fine, parce que pour qu'il récupère la vitre qui vient d'un chantier de déconstruction, il ne faut pas un gravier, il ne faut pas un clou, il ne faut pas un morceau de PVC, parce que sinon, en refabrication, le verre, tout repasse à la casse. Le verre, c'est de la silice, donc du sable, et j'allais dire de l'énergie, grosso modo. Hein, on en est là. Beaucoup de kilowattheures. Voilà. Et aujourd'hui, mettre du recyclé en verre dans la fabrication de nouveaux verres, c'est un gain énorme de CO2. Donc il y a un vrai intérêt environnemental. Et il y a un vrai intérêt aussi vis-à-vis de la ressource première, qui est le sable, de la silice, qui commence, comme j'ai dit tout à l'heure, à manquer gravement. Voilà. Comment on met en place l'ambition de 2% à 25% en étant à Saint-Gobain, qui est loin d'être une petite entreprise? Ça passe par la mobilisation de tous les collecteurs, de tous les acteurs qui vont être dans la déconstruction, dans le démantèlement et le curage, et donc dans la même philosophie que VK. Tout à fait, on travaille en partenariat, moi tous les jours, avec Nelly Filippona qui s'occupe de ça chez Saint-Gobain, pour centraliser au niveau national toutes les ressources de collecte. Mais effectivement, aujourd'hui, leur difficulté, c'est de récupérer, je dirais, des verres propres. Alors, c'est pas toujours... c'est possible, hein, du moment où on démonte le plus tôt possible et qu'on isole le plus tôt possible. Et pour ça, il faut former les acteurs. Et c'est là l'enjeu majeur de demain, c'est de se dire que les gens qui vont être sur les chantiers de déconstruction, ça va devenir des experts, mais des vrais experts qui sauront comment démonter, qui sauront comment faire. Et il faut qu'on leur facilite la tâche pour qu'ils puissent récupérer ce vitrage sans qu'il y ait d'interface silicone et autres qui les gênent. Et sachant que ça existe, il suffit maintenant juste que la maîtrise d'ouvrage l'écrive dans son DCE. Vous allez faire comme ça, messieurs les déconstructeurs, vous allez répondre comme ça, sinon vous n'aurez pas l'affaire. Et ça, on sait le faire aujourd'hui. On sait aller à ce stade-là pour obliger le changement méthodologique. Et finalement, nous, c'est notre rôle, c'est d'arriver à un changement méthodologique. Et on en est là, et c'est vrai que la RE 2020, elle vise aussi à ça. Et tout ce qui se passe actuellement, on parle aussi de bâtiments bas carbone en rénovation, avec des certifications ou des validations bas carbone en rénovation et réhabilitation. C'est le côté un peu censeur souvent de l'État, qu'on ne comprend pas toujours bien, mais c'est juste pour donner l'impulsion, pour obliger ceux qui ne veulent pas le faire pour des raisons économiques ou pour des raisons déontologiques, hein, mais alors c'est pas de la déontologie dans ce cas-là, de ne pas le faire. Et donc c'est un peu cette incitation qui va être donnée. Après, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais si on arrive à travailler tous ensemble, on va faire quelque chose de sympa. C'est ça, et c'est vrai que ce qui est vraiment intéressant, puisque donc nous, au cluster, on a des toutes petites entreprises, mais aussi des très grosses, des styles Saint-Gobain, des Vicaf. On n'est pas là pour faire de la pub, mais en tout cas, voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que quelle que soit la taille de l'entreprise, et c'est parce qu'on a ces différentes tailles d'entreprise qu'on est en train d'aller dans le bon sens. Parce qu'en fait, dans les grosses entreprises, il y a quand même une certaine inertie. Par contre, ils ont des moyens. Dans les petites entreprises, elles sont hyper flexibles, hyper agiles. Par contre, elles ont aussi besoin des plus gros pour se mettre dans la vague. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un élément assez intéressant. Nous, côté structuration de la filière, on va dire côté vraiment acteur de la construction. Par contre, là, tu as déjà jeté un petit peu le ballon, mais maintenant, on attend vraiment aussi à ce que la maîtrise d'ouvrage se prenne en main aussi, parce qu'en fait, nous, on a beau structurer l'offre, si en face, la demande ne se fait pas, on a du mal à activer les choses. Alors, j'ai plus l'écran. Voilà, parce que j'ai lancé le... Et juste une autre notion aussi qui est importante pour faire le lien entre l'économie circulaire et la... Attends, il n'y avait pas un truc... Ouais, voilà. Pour faire le lien entre l'économie circulaire et quand même un gros sujet d'actualité dans le bâtiment qui commence à être la pénurie de matériaux, enfin qui est même déjà bien entamé. C'est vrai que l'économie circulaire peut aussi être une des réponses, alors c'est pas la réponse ultime, mais être une des réponses à cette grosse problématique qu'on a en ce moment de pénurie de matériaux. Juste donc c'est une petite vidéo qui dure, je crois, 2 minutes 20, 2 minutes 30. Qui montre donc vraiment concrètement sur un chantier qui a été fait par NeoEco. Et la vidéo était réalisée par le cluster, puis moment de pub aussi quand même. Et donc ça dure 2 minutes 30 et voilà, assez sympa pour voir techniquement comment ça se passe sur un chantier. Nous sommes ici sur le site de l'ancienne résidence HLM de Croix-Luisay à Villeurbanne.
dont Est Métropole Habitat est propriétaire. C'est une résidence composée de 3 bâtiments qui ont été construits dans les années 60, soit une centaine de logements sociaux. Après la période de relogement des habitants qui a pris quelques mois, la démolition va s'opérer au 2e trimestre 2021. Est Métropole Habitat nous a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en économie circulaire afin de mettre en œuvre la déconstruction sélective des bâtiments. Le premier acte de la mission a été d'établir le diagnostic des ressources potentielles qui pourraient être réemployées ou recyclées de la manière la plus noble possible afin de faire diminuer le tonnage des déchets issus de la démolition. Le diagnostic a identifié une ressource incroyable, 4500 m² de parquet en chêne. La filière traditionnelle de mise en déchets est la valorisation matière pour la production de panneaux de particules. Afin d'éviter cette solution, l'ambition du projet était donc de trouver une possibilité de réemploi. C'est Est Métropole Habitat qui a porté la solution en interne, en fléchant un besoin de réemploi de plus de 2500 m² de ce parquet pour la rénovation d'une résidence étudiante. De producteur potentiel de déchets, Est Métropole Habitat s'est ainsi transformé en son propre fournisseur de matériaux de construction. Pour réussir la mise en œuvre de la boucle d'économie circulaire, NeoEco a vérifié en amont la faisabilité du démontage, validé un process et coécrit avec la maîtrise d'œuvre, Ginger Daleo, le cahier des charges du lot spécifique de travaux de démontage. C'est la société Made in Past, spécialiste du démontage des matériaux en vue du réemploi, qui s'est vu attribuer le marché. En 6 semaines, début 2021, le démontage, le conditionnement et l'évacuation de la ressource vers son lieu de stockage intermédiaire ont eu lieu. La ressource démontée produite a été contrôlée tout au long du processus par le menuisier qui effectuera la repose, afin de bien sécuriser la mise en œuvre finale de la boucle. L'opération constitue une véritable innovation, tant par sa taille que par son procédé. On prouve sur ce chantier qu'on peut réemployer à grande échelle une ressource bois sans générer de surcoût ni perturber le planning global du chantier. Voilà, comme ça vous voyez aussi Stéphane en action avec le casque et tout. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose pour finir boucler la boucle, c'est de refaire aussi le point avec une vision peut-être un peu plus macro de l'architecte, et même chose avec peut-être un petit focus sur l'importance de l'ancrage partenarial. Voilà. Donc effectivement, quand je vous ai présenté tout à l'heure notre manière de concevoir, je suis arrivé à le dernier étage où on parlait du réemploi, et nous on s'est dit mais où est-ce qu'on va pouvoir mettre les déchets qu'on va produire et où est-ce qu'on pourrait aller chercher nous de la matière. Donc sur Chambéry ça n'existait pas, donc on s'est rapproché de divers acteurs. On a monté un collectif avec des acteurs plutôt du déchet. Donc on a un chantier d'insertion, une entreprise en insertion et une entreprise classique qui sont les chantiers valoristes dans l'ordre Trialp et Nantais. Et puis, on s'est rapproché aussi des arts et métiers qui sont basés aussi au Bourget-du-Lac, à côté de Chambéry, qui ont eu un département qui est spécialisé en économie circulaire. Et on s'est dit, il faut qu'on monte en fait une filière du réemploi de BTP. Donc ici, on a dessiné une boucle. Donc là, il y a la boucle du recyclage dont on a parlé précédemment, avec effectivement déjà au moment d'une démolition un diagnostic qui effectivement disperse les matériaux dans les bonnes filières. Et cette boucle du recyclage, il y a une partie quand même qui part en traitement que j'appelle moi de la fin de vie, que ce soit de la valorisation énergétique ou de l'enfouissement, et une partie effectivement dans le recyclage de matières neuves, ce qu'on voit en haut, qui arrive. Et ça, c'est déjà une boucle, c'est déjà un sacré progrès, et on ne peut s'en féliciter. Nous, c'est de travailler, là on voit les 2 ronds kayak, c'est au niveau du diagnostic, comme le disait Stéphane Faré, de tout de suite regarder où est la ressource, c'est-à-dire une ressource de matière qui a encore du matériau. Ce qui nous intéresse, nous, dans le réemploi, c'est de se dire qu'un matériau, c'est pas que de la matière, c'est aussi de l'information. Et une poutre en bois, c'est pas que du bois, c'est une section, c'est une portée et c'est une esthétique. Et en fait, le fait de le réemployer, on garde aussi cette dimension d'information dans le matériau qu'on perd quelque part un petit peu plus dans le broyage. Ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas incompatibles. C'est tout l'intérêt de cette boucle, c'est que tout ça marche en même temps. Donc nous, on s'est dit ce qu'il faut pour faire ça, c'est donc faire un bon diagnostic. Donc nous, on s'est un peu formé sur le tas à faire un diagnostic. Alors c'est ce que fait aussi NeoEco.
Alors nous, on va diagnostiquer que la matière réemployable en tant qu'architecte, c'est ma compétence. Et puis après, faire ma part de conception, ce que je disais ça. Mais entre ces deux points, comment je déconstruis, comment faire monter en compétence les déconstructeurs ou les cureurs pour qu'ils aient des méthodologies, comme on vient de le voir, qui permettent de déconstruire à coût à peu près raisonnable, parce qu'on sait faire à coût élevé, mais comment j'arrive à faire ça dans un coût qui ne grève pas le budget du maître d'ouvrage. Comment je collecte ça? Parce que la collecte, soit elle se fait effectivement pour du recyclage, souvent encore dans des bennes, mais si je veux garder la fenêtre en entier, je n'ai pas intérêt de l'acheter dans une benne, il faut peut-être que je la mette dans un rack. C'est un peu plus compliqué, donc j'ai une collecte un peu différente. Comment je stocke la matière et comment surtout, derrière, je vais la reconditionner. On achète tous des téléphones reconditionnés ou des choses comme ça, mais est-ce qu'on achète de la matière de bâtiment reconditionnée? Alors pourquoi la matière reconditionnée? C'est parce que les artisans, alors on a de la chance, on est dans un pays où on ne manque pas de travail, et les artisans ils ne cherchent pas le prix, ils cherchent à faire leur chantier le plus vite possible, enfin, arriver à faire le suivant dans les temps qu'ils ont promis au maître d'ouvrage. Et du coup, si on ne leur donne pas un matériau prêt à poser, ça restera une affaire de particulier. Donc en fait, on a monté cette structure. Donc je pense qu'on va passer je ne sais pas si c'est la diapo suivante. Et donc on a monté sur Chambéry, avec l'aide des collectivités que sont Grand Lac, Grand Chambéry et Cœur de Savoie, une plateforme de stockage dans le but de massifier le réemploi. Donc on va ouvrir à partir du 10 novembre une matériothèque particulière où on amène de la matière effectivement qui va pouvoir être revendu aux particuliers. Mais l'idée ici, après, c'est de développer après des filières. Et on travaille actuellement sur une filière bois qu'on appelle une scierie urbaine. C'est de récolter effectivement des charpentes, que ces charpentes soient triées, donc soit elles repartent effectivement en bois de charpente, soit elles sont resciées pour refaire du bois d'œuvre, redimensionné, comme si on avait un tronc d'arbre qu'on a abattu en forêt et qu'on remet en fait à des sections qui permettent de repartir dans la construction. Alors ça, c'est ce qu'on a développé. Alors nous, pour nous aider à ça, on a développé aussi des systèmes de diagnostic ressources. Donc on vient effectivement, comme NeoEco, dans des barres d'immeubles ou des écoles pour pouvoir diagnostiquer la matière qui nous intéresse, nous en tant qu'architectes. On accompagne aussi, nous, la maîtrise d'œuvre. Donc, souvent, on ne fait que le diagnostic ressources. Et on accompagne après le futur architecte en lui disant, mais est-ce que ça, vous ne pourriez pas le remettre dans votre nouveau projet? Parce que l'intérêt, c'est de ne pas passer par la plateforme. L'intérêt, c'est que ça reste le circuit le plus court possible. Et notamment, avec Chambéry, on a travaillé sur un diagnostic d'une démolition d'un groupe scolaire. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plus de 50% de la matière qui repart au service technique de la ville pour en fait entretenir les autres groupes scolaires. Il y avait des matériaux effectivement qu'ils utilisaient tous les jours. Donc ça, Mais là, on en est aujourd'hui, comme on disait, la déconstruction, ça y est, on commence à rentrer dans un processus où on fait appel on paye des missions de diagnostic ressources pour retrouver la ressource. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que les maîtres d'ouvrage pensent à la réintégrer dans les nouveaux projets. Quand je dis les maîtres d'ouvrage, c'est aussi les maîtres d'œuvre. C'est-à-dire que souvent, même des architectes nous appellent « Ah ben j'ai ça comme démolition, est-ce que ça vous intéresse ?» Oui, mais est-ce que ça vous intéresse surtout vous? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si la matière elle repart dans le nouveau projet. Et alors là, c'est là où on en est. On en est là, à faire des diagnostics ressources, dans la déconstruction. Maintenant, il faut repartir dans la construction. Et là, il y a encore un peu de chemin. Alors là, c'est une petite expérience qu'on a fait nous-mêmes, parce que comme on est obligé de faire quelquefois les choses soi-même si on veut que ça soit rentable et que ça ne prenne pas trop de temps. Là, c'est dans un faux plafond, là, on a marqué diagnostiqué, on s'est aperçu qu'il y avait des planches qui tenaient les faux plafonds d'un bâtiment des années du début du siècle, enfin du XXe siècle. Ces planches, on les a récupérées dans le tas de la démolition, on les a stockées, on les a déclouées, et après on a refait des bardages avec intérieur, juste quasiment sans les traiter, juste en repensant une fois une face. Voilà, ça c'est un exemple. Où on a refait effectivement la boucle. Ça, c'était sur un projet de déconstruction et l'autre projet de construction était ailleurs. Mais c'est nous, en tant qu'architectes, on a fait la logistique. Mais voilà, c'est pour dire qu'il faut aussi prévoir de le poser quelque part. Pour l'instant, il ne faut pas juste dire je trie le déchet, et c'est bien. S'il n'y a pas des gens qui le réintègrent, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Parfait, merci. Donc on a tenu le timing qui nous était imposé d'1 heure de table ronde tout pile. Donc merci messieurs. Maintenant on va passer à une session de questions-réponses. Donc je pense que voilà, là c'était assez intéressant d'avoir vraiment un panorama global
sur la partie bâtiment, étant donné que voilà, on a un architecte, un bureau d'études et la partie industrielle. Donc, alors je vois pas très bien parce que j'ai un peu les. Donc, si quelqu'un a une question, voilà, je vous laisse lever la main. Et alors, juste si vous pouvez juste dire qui vous êtes, enfin vous présenter pour qu'on puisse aussi peut-être accéder plus facilement la réponse. Nicolas Châtel, moi je fais du pilotage de projet assistance maîtrise d'ouvrage, comme monsieur mais généraliste. Et on a parlé tout à l'heure de la commande publique et du fait que si les collectivités impulsaient pas, il était difficile derrière de trouver les filières. Moi je suis plutôt du côté justement commande publique et confronté au problème de savoir comment écrire les clauses et comment savoir mesurer ce réemploi. Donc la question que je pose, c'est de quel outil on dispose, que ce soit au moment de la jeunesse d'un projet ou au moment de l'attribution à une entreprise, de manière à objectiver tous les critères que vous avez exposés et à être capable de réellement proposer à une collectivité de poser des pondérations et de noter, comme elle doit le faire, je dirais, de point de vue pragmatique et objectif, ce genre de démarche. En fait, la méthodologie, c'est de tester toutes les solutions avant d'écrire le DCE. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on l'ait bien dit, mais le plus tôt possible, l'économie circulaire est étudiée, le plus facilement elle va être mise en œuvre. Aujourd'hui, on devrait avoir systématiquement dans la programmation un bureau d'études d'économie circulaire, grosso modo. La capacité de se dire sur cet nouvel équipement, nouveau bâtiment, comment on réemploie au maximum des équipements ou des matériaux. Ceci dit donc, très en amont, si on arrive à étudier, on a le temps de tester la démontabilité, les process types de ce qui se passe dans la vidéo. On a eu le temps. On a même eu le temps d'aller, et alors, petite anecdote, trouver du réemploi, trouver la solution. Qui va réemployer la ressource qu'on sort, qu'on stocke, qu'on organise de manière à être réemployable. Est Métropole Habitat, c'est, je ne vais pas dire une bêtise, mais enfin plusieurs milliers de logements gérés sur le pourtour lyonnais. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent chez S Métropole Habitat, beaucoup de chefs op. Et quand j'ai posé la question au chef op de la déconstruction de ces logements sociaux, je lui ai dit ça vous intéresse, vous, 4500 m² de parquet chêne? Il dit non, mais vous rigolez, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est j'ai payé un AMO, trouvez-moi la solution. C'est pas à moi de vous l'apporter la solution. Vous savez qui a apporté la solution? Son collègue du bureau d'à côté. Donc voilà, c'est la mise en lien. Savoir la solution avant d'écrire le DCE, c'est aller taper à toutes les portes, grosso modo. C'est connaître les processus, c'est pouvoir les tester. La déconstruction du parquet, elle nous a permis d'écrire les paragraphes dans le DCE nécessaires à la consultation en micro-lot. Ce n'était pas dans le lot général de la démolition, c'était un lot de déconstruction sélective du parquet. Ont répondu 2 entreprises locales. Alors après, en discussion avec la maîtrise d'ouvrage, on travaille, et la maîtrise d'œuvre d'ailleurs, impérativement, on discute de l'écriture exacte des paragraphes du CCTP, mais on sait que c'est possible. Certaines maîtrises d'ouvrage aujourd'hui continuent à nous dire mettez-les en option quand même, parce que alors ça ne nous gêne pas. Finalement, on participe aussi à la relecture, à côté de la maîtrise d'ouvrage, à la lecture des mémoires techniques reçues, et on note. Et aujourd'hui, certaines maîtrises d'ouvrage donnent jusqu'à 70% de notes techniques sur les réponses qui mettent en avant le réemploi ou la valorisation noble. Voilà, c'est les outils de la commande publique, et c'est vrai, aujourd'hui, la commande publique est majoritairement initiateur, sponsor, catalyseur de ces tests, de cette montée de mise en œuvre de l'économie circulaire sur les déconstructions. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à votre question, mais les choses testées avant permettent d'être écrites correctement et d'être envisagées par les entreprises qui vont faire. Est-ce qu'il y a une autre question?
toute façon, après, s'il y a un peu plus de, enfin, si quelqu'un veut plus de précision avec les différents intervenants, je pense que tout le monde reste là un petit peu après, donc vous pourrez aussi revenir poser des questions en direct. Et puis, toi, tu as un stand, puis vous restez aussi un petit peu après, donc voilà, s'il y a besoin d'autres précisions, pas de souci. Oui, bonjour. Aude Catoire, moi je travaille pour une dynamique sur la ville durable qui s'appelle Pulse, qui est basée sur Annemasse-Aglo. On se pose justement la question d'une matériothèque liée au bâtiment. On va commencer à étudier cette question-là. On parlait beaucoup de marché public. Je voulais savoir au niveau des artisans ou même du marché privé, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un petit peu de retour ou un peu de retour d'usage de matériothèque? Il y a des projets, il y a notamment un projet sur la vallée de l'Arve. Voilà, il y a la côté commande publique, dire qui est peut-être plus simple, avec beaucoup de guillemets, parce qu'on connaît le donneur d'ordre, on connaît les grosses entreprises et c'est un petit peu plus structuré, mais est-ce qu'on sait un petit peu côté marché privé où on en est? Ouais, je vais vous laisser répondre. Alors c'est vrai qu'après sur les marchés privés, enfin comme sur le marché public, après c'est la problématique aussi des avis techniques et tout ça qu'on perd un peu quand on fait du réemploi. Effectivement, nous quand on a ouvert notre matériothèque, quand on s'est lancé dans ce projet-là, l'idée c'était qu'il soit à destination des professionnels. Donc là, on ouvre effectivement plutôt aux particuliers parce qu'on s'aperçoit que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a quelques professionnels et il y en a, il me semble qu'il y en a un qui a un stand là, qui s'appelle La Pierre Bois, qui travaille exclusivement avec du matériau de réemploi. C'est sa ligne de conduite, mais effectivement, il est dans cette notion de déclasser le matériau. Donc en fait, lui, il fait du mobilier derrière. Vous n'avez pas les mêmes contraintes que dans le bâtiment. Nous, on a approché la CAPEB et la FFB. Effectivement, ils sont assez partants. Mais ceci dit, il faut trouver. Alors, les artisans, ils font tous du réemploi pour eux. C'est-à-dire qu'ils savent faire. Mais en général, ils ont leur propre matière. C'est-à-dire qu'ils l'ont caractérisé. Ils ont pris le temps. C'est qu'à un moment, dans une déconstruction, ils ont trouvé un matériau. Ils savent qu'ils savent en faire et tout. Après, le problème, c'est que l'acheter chez quelqu'un, il faut qu'il soit sûr de la provenance, et c'est là où on a un travail de montée en compétences, et c'est là où pour nous on s'est heurté au fait que au problème du temps. En fait, nous ça fait on a ouvert le projet en septembre dernier. On pensait qu'en un an on arriverait à faire des trucs extraordinaires. On va dire que c'est déjà extraordinaire, mais on n'est pas là où on voulait aller, parce qu'en fait il y a quand même du temps, et à chaque fois c'est de l'énergie et c'est de l'argent. C'est-à-dire que caractériser un bois pour pouvoir le vendre, c'est-à-dire qu'il faut être sûr qu'il n'y ait pas de pathologie dedans, qu'il n'y ait pas d'insectes, qu'il n'y ait pas de problématique. Arriver à reconnaître le bois, c'est pas toujours évident, surtout quand il est ancien. C'est-à-dire qu'on a beau les avoir les vénages, ça, pour pouvoir dire c'est du hêtre, c'est du chêne. En fait, on se retrouve confronté à ça, mais ça avance. C'est-à-dire qu'il faut pas vouloir tout atteindre tout de suite. Il faut être patient. Chaque petit pas compte. Le fait d'ouvrir une matériothèque, c'est déjà beau. Et après, il y a peut-être des matières qui sont pas plus facilement réemployables. Je pense au sanitaire. C'est-à-dire qu'un lavabo, moi en tant qu'architecte, quand je dessine un lavabo aux normes handicapées, pour les personnes à mobilité réduite, c'est toujours le même. Il n'y en a que quelques-uns qui sont... Donc franchement, on ne s'attache pas au look, on s'attache à ce qui fonctionne bien. Ça, c'est facile. Une fois qu'on a enlevé tous les joints, on voit tout de suite si la porcelaine elle est bonne ou pas, si la céramique est bonne ou pas. Ça marche. Et ça, un artisan, vous lui dites, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, il y a des matériaux qui sont plus compliqués. Par exemple, une fenêtre, effectivement, si ça ne repasse pas chez quelqu'un qui s'y connaît vraiment, on a du mal à être sûr que la fenêtre elle soit toujours étanche à l'air une fois qu'elle est reposée. C'est beaucoup plus compliqué, quoi. En fait, il faut vraiment avancer comme ça. Et les artisans, une fois que, par exemple, pour du câble électrique, les artisans commencent à être intéressés. On a fait une expérience, c'est l'EPFL 73, donc l'établissement public foncier local en Savoie, qui a, lui, quand il fait des déconstructions, il fait des fiches, il dit voilà, j'ai ça que j'ai déconstruit, il l'envoie à la CAPEB. La CAPEB a donné ça à des artisans qui ont dit moi, dès qu'il y a du carrelage, ça m'intéresse, dès qu'il y a une fenêtre, ça m'intéresse, voilà. Et en fait, ça leur envoie et ils viennent voir eux-mêmes si ça les intéresse sur place et ils récupèrent si ça les intéresse. Donc c'est une manière de faire qu'a mis en place le PFL qui est, moi je trouve super intéressante, une espèce de manière système D, mais qui est une approche pour sensibiliser. Après, je dirais que le client final, faut qu'il soit demandeur. Parce que si l'artisan il se sent sécurisé parce que le client final il dit mais vous inquiétez pas, on y va, je veux un matériel de réemploi.
Donc ça va le sécuriser. Par contre, si le client il est pas chaud, l'autre il va prendre quelque chose qui lui va lui donner. Il a bien d'autres soucis à régler avant. Il y a tellement de normes dans le bâtiment, s'il se rajoute ça en plus, c'est bien compliqué. Oui, on l'a connu, nous, il y a quelques années, en fait, quand on a été très longtemps les seuls à recycler. Et c'était un peu à l'époque où on considérait que le papier recyclé, il était tout gris. Et quand nous on arrivait, on n'osait même plus le dire qu'on recyclait. Parce que les particuliers ne voulaient pas acheter d'une fenêtre qui a des vieux matériaux dedans. Ils avaient peur de la qualité. Et comme vous le disiez tout à l'heure, quand on est face à un artisan ou un particulier, il investit. L'artisan, il veut se protéger vis-à-vis des assurances et tout ça. Donc il va nous demander des avis techniques, il va nous demander des terres. Nous, nos produits, ils sont sous avis technique depuis maintenant 15 ans. On a été obligé de certifier nos matières, de certifier nos flux. On fait auditer nos produits pour prouver au niveau des assurances que tout est en place. Donc aujourd'hui, nous, on amène des menuiseries avec 70% de recyclés qui sont sous avis technique, qui sont sous marque NF. Et ça, c'est la grande nouveauté qu'on a depuis 1 an et demi maintenant. On amène un produit qui a le même Stempel, enfin le même label, pardon, excusez-moi, je le fais en allemand, mais le même label qu'un produit neuf, 100% neuf, et ça rassure les gens. Et puis le deuxième point, c'est que on a de la chance aujourd'hui avec la pénurie de matériaux, parce que nous, on n'a pas mis nos clients en rupture, contrairement à beaucoup de personnes, et les gens se mettent à dire on peut acheter enfin du recyclé, on s'aperçoit que ça marche, parce que des fois, il faut les pousser à utiliser. Le deuxième point, c'est que les prix sur les matières vierges, ils ont explosé, et donc, quand on fait du réemploi, on arrive à faire des dossiers. Quand aujourd'hui, vous n'avez pas de boîtes disponibles, parce qu'ils sont tous partis en Chine, ou comment ça nous est arrivé ces derniers temps, ou aux États-Unis, ou au Canada, où on n'arrive plus à acheter de bois. J'étais du bois à l'origine, donc on ne voyait pas, c'est pour ça que j'en parle souvent. Mais on est coincé. On est bien obligé de réutiliser les produits existants pour faire les travaux. Et ce côté un peu vintage, ce côté un peu réemploi forcé, va nous permettre d'instaurer ça. Mais il faut bien se dire qu'un artisan comme un particulier, il a besoin d'avoir un produit qui est performant, parce que s'il change ses fenêtres, c'est qu'il a des problèmes de chaleur, c'est qu'il a des problèmes d'acoustique, c'est qu'il a des problèmes d'étanchéité, et c'est pas toujours facile avec un produit qui a 40 ans d'en refaire un nouveau produit. Et tout artifice qu'on va monter dessus n'est pas forcément efficace. En complément sur une matériothèque, on a un exemple qui a été une matériothèque éphémère montée à la Tronche, à côté de Grenoble, sur une déconstruction avec toujours le PF, mais là 38. La matériothèque éphémère a été gérée en sortie par Ecomat 38, donc, qui est un opérateur de l'économie circulaire de l'Isère, et ils ont réussi à revendre. Donc ils ont sorti des bâtiments X tonnes de matériaux, ils en ont fait un magasin, ils ont vendu, je crois, 50 ou 60 tonnes de matériaux, et le retour d'expérience, c'est les artisans sont venus. Alors, beaucoup de particuliers, mais les artisans sont venus quand même. C'est vrai qu'il y a des contraintes au niveau de la reprise, au niveau artisanal, mais l'idée, c'est, tiens, je suis venu voir, vous avez ça, puis ça aussi. Donc, le côté magasin donne des idées et permet aux artisans de se dire, mais oui, tiens, pourquoi je réemploie pas ça? Et on prend aussi un retour d'expérience sur tous les composants électriques qui sortent de la déconstruction dans les armoires. On trouve beaucoup de disjoncteurs, des éléments qui composent les armoires électriques. Les artisans ne peuvent pas les réemployer parce qu'il y a une question décennale. Par contre, moi je connais des artisans qui développent ça de plus en plus. Ils font signer au réemployeur, c'est-à-dire le client qui, lui, est moteur, une décharge de responsabilité qui dit tu veux du réemploi, voilà, le prix n'est pas le même, mais on est dans une boucle pérenne et c'est à ce prix-là qu'on arrive à lever un peu ce frein de responsabilité décennale. Parce que s'il y a un interrupteur ou quelque chose qui crame et qui fait un incendie, derrière, c'est quand même le poseur qui serait responsable de ça. En sachant que du coup, il y a aussi du travail qui est fait au niveau des assureurs, avec l'agence qualité construction, etc., pour essayer aussi d'arriver à pousser certains leviers, parce que c'est vrai qu'il y a encore quand même des leviers importants du côté assureur aussi, et côté
bureau de contrôle aussi. Voilà, il y a un petit peu de travail à faire là-dessus, mais en tout cas, on a conscience de tout ça sur l'ensemble de la filière. Il y avait une autre question? Non, c'est bon. Non, du coup, Si. En plus, ça sera la dernière de vu répondre. l'heure, alors Vous faut avez en un tout petit profiter. peu répondu. C'était pour savoir si, en tant que client, que ce qu'on soit professionnel ou personnel ou juste particulier, c'était quand même économique d'utiliser des produits réemployés, ou si pour l'instant c'était encore assez cher et du coup c'était plutôt un choix militant. Ça dépend ce qu'on utilise en fait. En fait, c'est très facile de réutiliser pour les aménagements extérieurs. Parce qu'en fait, donc là, c'est plutôt économique dans ce cas-là. On fait des économies pour les aménagements extérieurs. Nous, notre cible, c'est d'arriver au prix du neuf. Là, on a le cas sur un chantier, on voulait récupérer un garde-corps qui était plus aux normes pour en faire une clôture, parce que la clôture, il n'y a pas de problème de normes. L'artisan, ça coûtait 200 €, c'était pas beaucoup, 200 € de plus que la clôture neuve. Bon, on lui a dit, ce serait bien de s'aligner sur le prix, il l'a fait. On a dit, on peut pas se permettre. C'est déjà, on aurait aimé que ce soit moins cher, mais lui, c'est vrai qu'il fallait qu'il recoupe le garde-corps, qu'il le décape, qu'il leur soude, qu'il leur passe en peinture. Là où il achète un truc industriel qui pose directement, et donc il s'est aligné sur le prix. Et du coup, le maître d'ouvrage, j'ai dit, ok, dans ce sens-là, j'y vais parce que du coup, mon côté militant, il va pas non plus. Il est raisonnable. Après, c'est vrai qu'au niveau... aujourd'hui, on est dans une mouvance où les prix des matériaux sont devenus vachement importants. Et donc, on a un intérêt à utiliser, entre autres, à faire du réemploi ou utiliser du recyclé. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces matières-là ont un coût de traitement en main-d'œuvre. Ça nécessite de l'emploi. Alors, d'un autre côté, c'est très positif, de l'emploi. Parce que ça fait de la ressource, ça fait de l'argent dans le système et on peut se permettre de payer un peu plus cher puisqu'on emploiera plus de monde et on aura plus de cotisations et on aura plus d'aide. Et c'est un peu là où il faut arriver à un moment, c'est de se dire que passer le cap de la notion d'assurance, passer le cap de la notion de garantie ou de protection, parce qu'on parlait d'équipement électrique, c'est vrai que des fois, l'agence qualité construction, elle dit attention, si vous commencez à nous mettre des disjoncteurs qui ont 30 ans dans les systèmes, on va droit aux incendies et les compagnies d'assurance ne voudront plus couvrir. Et les particuliers se retrouvent parfois confrontés à ne pas pouvoir assurer. Parce qu'au diagnostic de revente, le risque qu'on a, c'est quand on va revendre, l'installation soit plus aux normes et que la personne qui va racheter le bien que vous avez reconstruit aura des travaux complémentaires à faire. Et c'est surtout à ça qu'il faut faire attention. Donc il y a une partie de produits qu'on peut vraiment utiliser en réemploi et il y a une partie qu'on ne pourra retravailler qu'en recyclage, en repassant par la filière et en amenant du matériau premier. Mais il faut toujours faire attention à ça, c'est que quand vous faites des travaux à titre personnel, et moi je le sais parce que j'en ai fait dernièrement à faire des choses, quand vous revendez, c'est vous qui endossez la responsabilité décennale. Et si jamais le nouvel acheteur a un dégât d'incendie et qu'il est prouvé que c'est parce que vous avez réinstallé du vieux matériel, vous êtes responsable. Donc il faut toujours faire cette bascule en se disant, je le fais militant. Et si je le fais militant, est-ce que je serai bien couvert? Et si je suis bien couvert, il faut que j'informe les gens et que je fasse le nécessaire. Par contre, à un moment ou à un autre, il y a des matériels qui peuvent être très usagés. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les réutiliser. Ou alors, il faut les réutiliser, mais pour un autre usage. Ou pour un autre usage, voilà, on les détourne. Parce qu'en fait, le réemploi, il peut se faire du même usage au même usage, mais il peut aussi se faire d'un usage à un usage différent. Et c'est là où on peut aussi, en détournant les usages, c'est pour ça qu'il y a du travail aussi qui est fait sur l'économie circulaire avec des designers, pour essayer de réintégrer certains matériaux qu'on ne peut pas réutiliser tels quels, en tout cas pas avec les bonnes propriétés, et qui du coup sont réutilisés via un autre usage. Alors pour ne pas déraper au niveau du timing pour nos collègues qui vont nous succéder à une autre table ronde, on va s'arrêter là. En sachant que voilà, donc nous on est tous à votre disposition si vous avez d'autres questions. Donc encore un grand merci donc côté VK à Monsieur Hébert, Monsieur Grandvieno, donc merci. Merci Stéphane Faré pour Neoeco, merci Xavier pour Kayak Architecture. Et puis merci au forum aussi d'avoir pu organiser cette table ronde sur la construction. Sujet d'actualité s'il en est. Donc voilà, donc on se retrouve plus tard pour ceux qui veulent. Merci.